Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exode Call, aujourd'hui numéro 26. Et je vais vous proposer d'attaquer l'exercice suivant, soit N, l'ensemble des normes de MP de C subordonnées à une norme de CP, déterminer l'intersection des boules unités fermées de MP de C pour la norme N, et cette intersection fait le tour des normes N dans grand N. Ok, alors la notion de norme subordonnée, ça ne doit pas parler à beaucoup de gens, on parle aussi de norme opérateur, mais la norme subordonnée, pour les étudiants de classe préparatoire ou de faculté, il y a de fortes chances, si vous avez eu l'occasion de manipuler des normes, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà rencontré dans le cadre de certains exercices de colle, de DS, ou même de concours, donc c'est vraiment quelque chose de relativement classique de manipuler ces normes-là, d'autant plus qu'elles ont un lien relativement fort avec les valeurs propres des matrices en jeu. D'accord ? Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais d'abord vous rappeler cette notion, ou vous donner cette notion si vous ne l'avez jamais vue avant. Donc, norme subordonnée. Alors, pour se donner une norme subordonnée, il faut déjà une norme sur l'espace de départ. Donc ici, c'est l'espace CP, soit la norme alpha, la norme que je considère pour CP. Et donc la norme subordonnée de MP de C, subordonnée donc à la norme alpha que je viens de poser, elle est définie de la manière suivante. Je prends une matrice M et je lui associe le sup pour X dans CP, X non nul, de la norme de MX divisée par la norme de X. Et donc on peut remarquer ce que je disais il y a quelques instants. Si je prends X, un vecteur propre pour une valeur propre lambda, on voit que la division qui est ici va m'amener à obtenir le module de la valeur propre lambda. D'accord ? Donc on voit en effet qu'il y a un lien avec ces choses-là. Je suis sûr maintenant que j'ai écrit cette expression que pour certains d'entre vous qui n'avaient jamais lu le terme subordonné, maintenant vous vous dites « Ah, ça en effet je l'ai déjà vu lors d'un exercice ». Donc voilà, c'est vraiment un truc très très classique d'étudier ce genre de choses. Alors comme je disais, on parle aussi de normes d'opérateurs, parce que la définition que je viens de donner peut se généraliser à des cadres de fonctions qui vont d'un espace vectoriel vers un autre ou d'un espace topologique vers un autre, tant que ces deux espaces topologiques sont munis d'une norme. Okay, et on peut définir la même chose donc en faisant la norme de f de x divisée par la norme de x, et les deux normes ne peuvent être différentes, c'est-à-dire que ça peut être la norme pour l'espace d'arrivée divisé par la norme pour l'espace de départ. D'accord ? Donc on peut très bien avoir besoin de deux normes pour pouvoir définir cette chose-là. Ici, j'ai pas besoin de ça parce que le fait de multiplier par une matrice à un vecteur qui est dans CP, on reste dans CP. Donc sachant que ici, je travaille avec des matrices dans MP de C. Donc ça changera rien sur l'espace. Là, ici, l'espace d'arrivée et de départ, c'est le même. Donc voilà. J'ai pas besoin de rentrer dans ce genre de détails. Mais bon, sachez que ça existe. Ok, alors il y a pas mal d'exercices classiques à faire autour de cette norme subordonnée. Exercice classique que nous allons faire tout de suite, juste histoire de s'habituer à manipuler cette norme-là avant de se lancer vraiment dans la résolution de cette chose. Donc là déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce que je viens de définir, le sup ici, est bien défini? Donc est-ce que ça donnera bien une valeur finie pour n'importe quelle matrice que je prendrai? Et puis ensuite, vérifier que ce calcul-là, c'est bien une norme. Parce que là, ok, j'ai affirmé que c'est une norme subordonnée, mais c'est pas pour autant que c'est une norme a priori. D'accord ? J'ai pas encore expliqué pourquoi c'est une norme. Ok ? Et puis bon, je pourrais parler d'une dernière petite propriété qui est quelque chose qu'on utilise souvent quand on travaille avec des normes sur des matrices, mais j'y viendrai après. Donc d'abord, pourquoi ça c'est bien défini ? En fait, vous remarquerez que si je multiplie mon vecteur x par n'importe quelle constante non nulle, disons bêta, eh bien, vous voyez que le module de bêta va sortir, et le module de bêta en haut aussi va sortir, et les modules de bêta vont simplifier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que calculer ce sup revient à la même chose que calculer le sup pour x dans CP, mais cette fois-ci, la norme de x, pour la norme alpha, vaut 1. Puisque je peux normaliser mes vecteurs, je peux très bien choisir de normaliser mes vecteurs de façon à faire ressortir la valeur voulue. Ok ? Donc, ce que je peux faire, c'est donc normaliser les choses, donc me ramener à des vecteurs qui sont de norme 1, et donc, en faisant ça, le calcul va se simplifier un tout petit peu, ça va me donner juste la norme de mx par rapport à alpha. Ok, donc c'est pas quelque chose de... Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'on est en train de regarder
la valeur maximale de m fois x suivant quelle droite nous sommes en train de regarder, donc suivant la direction. On se rend compte que ce calcul-là dépend essentiellement de la direction que l'on est en train de prendre. Ok? Donc c'est ça que ça veut dire ce truc. Et maintenant qu'on a réussi à montrer que ce sup est égal à ce sup, alors après vous pouvez écrire 2-3 choses pour détailler, hein. Là je l'ai dit essentiellement à l'oral, mais ce que j'ai dit à l'oral c'est vraiment l'argument à sortir pour amener à cette égalité de sup. Et maintenant qu'on a écrit ce sup, bah là j'affirme que c'est facile de montrer que ce truc là est bien défini. Bah, il faut juste dire deux choses essentielles. La première c'est que si je prends l'application qui a x associe la norme de m fois x, bah, cette application là elle est continue. D'accord, elle continue sur l'ensemble CP, hein, donc de CP vers R plus ou R. Et puis, autre chose, l'ensemble des X, tel que la norme de X vaut 1, donc ce qui correspond à la sphère unité, donc la sphère pour la norme alpha, donc je l'écarte comme ceci. Ok, donc la sphère unité, bah, c'est un ensemble fermé, hein, une condition fermée. La norme égale à 1, donc c'est un ensemble fermé et c'est un ensemble borné, donc et là on est en dimension finie, donc c'est un ensemble compact. Un fermé borné en dimension finie, c'est un compact. Et quand j'ai une fonction continue sur un compact, eh bien cette fonction est bornée sur ce compact. Donc x associe cette chose-là est bornée sur la sphère unité. Et donc être borné, alors bon après je peux préciser qu'elle atteint en plus ses bornes, donc c'est-à-dire que le sup en question est en fait un max, je pourrais même carrément dire ça, le sup est un max, mais voilà, j'ai pas forcément besoin de ça pour pouvoir affirmer que maintenant le sup existe bien. Ok, donc ce que je viens de dire ici permet de justifier que ce que j'ai défini là, c'est bien quelque chose de bien défini, c'est-à-dire que ça donnera bien une valeur finie pour n'importe quelle matrice. Bon, très bien. Chose qui n'était pas si évidente au vu de la définition que je viens de donner. Bon, alors maintenant, il faut vérifier que ce que je viens de définir, là, cette opération triple barre, là, c'est bien une norme. Parce que bon, j'arrête pas de parler de normes subordonnées, mais il faut quand même vérifier que ce que je suis en train de faire, c'est bien une norme. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier pour avoir une norme? On regarde tous les axiomes. La première, c'est l'inégalité triangulaire. Si je me donne deux matrices M et R, et que je regarde la norme de M plus R, bah la norme de M plus R, ici je l'écris, j'utilise la linéarité, j'utilise l'inégalité triangulaire sur la norme alpha, d'accord? Puis ensuite, je découpe ma fraction, et ensuite je vois que le sup d'une somme, c'est inférieur ou égal à la somme des sups. Ça c'est assez évident, donc ça va permettre de conclure les différentes étapes que je viens de donner à l'oral, permettent bien de conclure l'inégalité triangulaire. Je les écris pas, parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment pas très difficile à faire. Je vous invite à faire les détails si vous n'en êtes pas convaincu, mais bon, c'est vraiment quelque chose de très classique. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe si je multiplie par lambda ma matrice? Le lambda va sortir en module, et puis il peut sortir du sup, sans aucun problème. Donc je vais avoir ça est égal à module de lambda fois la norme de R. Ça, c'est aussi classique. La positivité, bah, ça va venir de la norme, hein. Ça va venir de la norme alpha, c'est assez clair. D'accord? Puisque bon, bah, ce truc-là, c'est toujours positif, ce truc-là, c'est toujours positif, même positif strict, puisque là, on a fait le tour des x non nuls. Donc, la division de trucs positifs, c'est positif, pas de problème. Et puis ensuite, le fait que c'est défini positif, donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une norme de m qui vaut 0? La norme de m vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sup qui est ici vaut 0. Ça veut dire donc en particulier que pour tout x, ce truc-là vaut 0. Puisqu'on l'a déjà mentionné que ce truc-là était toujours positif. Donc ça veut dire que pour tout x différent de 0, la norme de mx est égale à 0. Mais la norme de mx est égale à 0, ça veut dire que m fois x vaut 0. Et que c'est le principe d'une norme, la norme est définie positive, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc on a ça, et puis bah, là on est en train d'affirmer quoi? Que pour n'importe quel vecteur non nul qu'on prendrait dans l'espace, son image est nulle. Et l'image de 0 c'est 0. Donc ça veut dire que le noyau de la matrice c'est tout le monde. Si on veut. Donc on peut écrire que le ker
de M, et ben c'est CP. Bon, bah, quelle matrice a pour noyau tout l'ensemble, tout l'espace vectoriel en jeu? Bah, c'est la matrice nulle. Voilà, on n'est pas obligé de passer par l'étape intermédiaire que je viens de donner ici, mais bon, ça peut être bien de l'écrire si on n'est pas encore convaincu que ça amène directement à 0, à dire que la matrice est nulle. Mais, ok. Bon voilà, bah, j'ai vérifié tous les axiomes qui me permettent d'affirmer maintenant que ma norme subordonnée est bien une norme pour l'ensemble des matrices. Ok. Alors il y a une dernière petite propriété qui peut être assez intéressante et qu'on utilise parfois dans certains exercices. Donc des fois on se donne une norme sur les matrices qui vérifient quelques petites propriétés, notamment la propriété suivante. C'est la propriété de sous-multiplicativité, voilà. Donc c'est cette propriété-là, la propriété qui dit que si je regarde la norme de A fois B, eh bien ça va être inférieur ou égal à la norme de A fois la norme de B. Okay. Donc c'est la propriété de sous-multiplicativité. Alors pour vérifier ça, bon là c'est pas quelque chose, c'est aussi quelque chose de pas très difficile. Donc quand je regarde la norme de A fois B, eh ben je suis en train donc de regarder le sup pour x dans CP x non nul de cette chose-là, donc A, oups, bon je peux peut-être faire, oui je vais laisser comme je suis en train de faire là, donc je peux regarder la norme de ABX divisé par la norme de x. Ok. Si la norme de BX était nulle, donc si ce truc-là est nul, bon, j'ai pas grand-chose à dire et il faudra juste vérifier que si je dis que cette norme-là est nulle, ça veut dire que A fois B est nul. Ok. Et donc 0 c'est bien inférieur ou égal à n'importe quel produit de deux normes, puisque les deux normes ici sont positives. Voilà, c'est assez clair. Donc là, je vais traiter le cas où ça, c'est non nul. Si c'est non nul, ça veut dire que Bx ne peut pas être nul. Enfin, il va y avoir des x pour lesquels Bx est non nul. Et donc, dans ce cas-là, je peux écrire que ce sup est donc... alors, je peux écrire que c'est le sup pour x dans CP, x non nul, de la norme de ABX sur la norme de BX. Alors oui, il y a quelques conditions, normalement quand je divise par la norme de BX, il faut que je m'assure que BX soit non nul aussi. Donc a priori, il y a aussi BX non nul. Donc ça, fois la norme de BX sur la norme de X. Ok? D'accord? Mais donc alors, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que, en fait, là, le fait d'avoir fait intervenir ce BX, là, ce qu'il y a comme intérêt, c'est que là, ce que je peux faire, c'est un espèce de changement de variable. En gros, le sup, là, donc là, j'ai le sup d'un produit. Le sup d'un produit, je peux dire que ça va être inférieur ou égal au produit des sups. Donc ça va être inférieur ou égal au produit des sups. Donc bx fois sup de bx sur x. Ok. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, là je vais faire le petit changement de variable. À la place de bx, je peux mettre y. Et puis le y, au lieu de dire je vais faire le tour des x, des y qui sont dans l'image de b, je peux me dire je vais faire le tour de tous les y. Faire le tour de tous les y, ça agrandit l'ensemble qu'on est en train de regarder, et en agrandissant donc l'ensemble qu'on est en train de regarder, on va se retrouver donc avec, donc ça va être inférieur ou égal à sup de AY sur Y fois le sup de BX sur X. Ok, et donc, voilà, en faisant ça, on est arrivé aux normes de A et normes de B. Alors maintenant, juste la petite chose, donc là on a les inégalités qu'il faut. Là ici, pour avoir l'inégalité qui convient, il faut juste se poser la question, est-ce que B fois... Donc là quand je fais ce truc là,
il faut se poser la question, est-ce que b fois x est nul? D'accord? Donc si b fois x est nul, on voit que ça va donner 0, hein, en fait. Si je prends un x et que b fois x est nul, ça va donner 0. Donc en fait, donner cette restriction que b fois x est non nul, ça change absolument rien au sub que je cherche à calculer. C'est ça qu'on peut se rendre compte. Donc en fait, le sub qui est ici est égal au sub qui est là. D'accord? Donc le fait de diviser par bx, de multiplier par bx en haut, ça change absolument rien parce que la question qu'on va se poser c'est est-ce que bx est nul? Si bx est nul, je remonte juste un petit peu avant et ici je me rends compte que la norme que j'obtiens ici c'est 0. D'accord? Or le sub que je cherche, comme le sub est différent de 0, le sub que je cherche, il va être différent, enfin je peux juste regarder tous les cas de figure où bx est non nul. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a égalité ici, et ensuite je peux jouer avec les inégalités pour d'abord cette histoire de produit, donc le sub d'un produit c'est inférieur ou égal au produit des sup, et ensuite cette chose-là. Cette inégalité est vraie parce que ces trucs-là sont positifs, hein. J'ai peut-être oublié de le préciser, je vais le préciser. Ces trucs-là sont positifs. Hein. Je le précise quand même, parce que si je joue avec des ensembles, enfin si je faisais des sup avec des éléments qui pourraient être négatifs, là ça changerait un petit peu la chose et je ne pourrais pas conclure cette inégalité-là. Ok? Donc ça vient aussi du fait que ces choses-là sont positives. Ok, bon bref, voilà quelques petites propriétés autour de ces bandes, normes subordonnées. Donc ça permet de manipuler et de comprendre un petit peu comment ça marche. Maintenant, on va vraiment se focaliser sur l'exercice qui est à faire. Donc l'exercice ici que je vous propose, je le répète, c'est regarder l'intersection des boules unités fermées de MP de C pour les normes N qui sont des normes subordonnées de MP de C à une norme de CP. Ok, donc des normes subordonnées comme celle-ci. Alors pour essayer de comprendre ce que c'est ce truc-là, avant que je vous laisse essayer d'y réfléchir davantage, vous pourriez déterminer ce qu'est cette boule unité pour certains cas de figure. C'est-à-dire, vous pourriez essayer de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si je regarde la norme 1, la norme 2, la norme infinie? On pourrait se poser ce genre de questions. Ça demande des études assez longues, hein, mais on pourrait se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui se passe suivant la norme que je choisis? Et puis, d'abord, peut-être regarder ce qui se passe quand je regarde les vecteurs eux-mêmes, suivant comment je change la norme. On pourrait se poser la question, à quoi ressemble la boule unité pour la norme infinie, pour la norme 1, pour la norme 2, pour d'autres normes peut-être, hein, essayer de regarder un peu à quoi ça ressemble, et se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand je fais des intersections? Et à la suite de ces comportements-là, on pourrait se poser ensuite la question, qu'est-ce qui se passe si je joue avec les matrices sur cet espace vectoriel? Donc on pourrait travailler en dimension 2, essayer juste de manipuler un tout petit peu, d'accord, et essayer de se rendre compte de certaines choses. Bon, c'est pas forcément la meilleure approche, mais je vous en propose une, histoire de essayer de manipuler ce truc-là, essayer de comprendre comment ça se comporte, et peut-être essayer de deviner quel est le résultat qui se cache derrière cette intersection. D'accord? C'est vraiment l'idée que j'aimerais essayer de vous donner, même si je ne vais pas m'y prendre de cette manière-là, je vais pas m'amuser à faire des calculs sur des normes particulières, là je vais directement aller dans le fond du sujet et vous montrer quel est l'ensemble qui se cache derrière cette intersection. Et pour cela, en fait, une fois qu'on a manipulé les choses pour différentes normes, la bonne chose à faire, c'est de se poser la question, mais si je prends une matrice dans cette intersection, qu'est-ce qui se passe? Comment elle se comporte? Est-ce que je pourrais pas dire quelque chose sur les images, sur l'image d'un certain vecteur que je choisis par une matrice M? Ok? Donc ensuite on part dans ce sens-là, là ça va plutôt être bénéfique, mais le truc c'est qu'il va falloir vraiment assez bien réfléchir sur comment on peut arriver à ce résultat. Alors je le propose en petit exoscole parce que vous allez très vite voir que le plus important c'est d'avoir l'idée de départ. Parce que l'idée de départ qui est assez difficile à obtenir, dès qu'on a cette idée de départ, on va réussir à résoudre tout le truc, tout l'exercice. D'accord? Donc c'est vraiment un exercice type one shot, le type d'exercice où si je donne les premières idées, c'est terminé, et quand vous aurez affaire à des exercices qui sont similaires à celle-ci, si vous avez la même idée, vous risquez de terminer l'exercice très rapidement. Ok. Donc maintenant, avec toutes ces choses plus ou moins dites et ces idées éparpillées comme ça, n'hésitez pas à faire une petite pause comme d'habitude pour essayer de résoudre l'exercice avant que je dise quoi que ce soit d'autre.
Ok. Alors, comme je l'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une matrice là-dedans, et puis, je vais essayer de comprendre comment se comporte cette matrice-là. Je vais faire une analyse synthèse, donc je vais analyser cet ensemble-là, arriver à un certain résultat d'inclusion, et arriver à ce résultat d'inclusion, essayer de conclure que cette inclusion peut aussi se voir dans l'autre sens. Et vous allez être assez étonné peut-être que l'ensemble qu'on cherche à déterminer ici va être quelque chose de très très simple. Ok. Bon, alors, comme j'ai dit, c'est parti, je prends une matrice dans l'intersection. Alors, les deux idées, donc là, il y a deux idées qu'il faut avoir, qui peuvent être un peu étonnantes. Mais si on manipule un peu les normes et qu'on comprend comment ça peut se comporter avec des intersections, des choses comme ça, souvent, ce qui peut arriver, c'est que ces intersections-là amènent à des droites. Si on a cette idée-là en tête, on pourrait peut-être se dire, donc amène à des droites, donc il faut vraiment manipuler pas mal de normes pour commencer à se rendre compte de ça. Mais on pourrait se dire que potentiellement, le comportement asymptotique d'une intersection par rapport à des normes, ça pourrait être des droites, d'accord? Et donc, dans cette idée-là, on pourrait se dire, ok, alors ce que je suis en train de chercher comme ensemble, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à une droite, ou peut-être une collection de droites, j'en sais rien, a priori, mais peut-être qu'il y a une question de ça. Bon. Et donc, la question que je vais me poser tout de suite, par rapport à cette idée-là, c'est que, si ça doit être une histoire de droite, peut-être que si je prends un vecteur, son image est collinéaire à ce vecteur. D'accord? Donc la question que je me pose maintenant, c'est voilà, si je prends une matrice, peut-être que cette histoire de droite se répercute directement sur les vecteurs, sur l'ensemble de CP. Ok? Si j'ai cette idée-là en tête, je vais essayer de démontrer, par l'absurde, que en effet, si je prends un vecteur, son image est nécessairement collinéaire à ce vecteur. Alors soit x dans CP, et je vais supposer, donc supposons par l'absurde, que mx n'est pas collinéaire à x. Ok, donc je suppose par l'absurde cette chose-là. D'accord. Bon, donc ça c'est la première idée qu'il fallait avoir pour commencer à avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, la deuxième idée qu'il faut avoir, c'est que là je veux faire un raisonnement par l'absurde. Donc à un moment donné, je dois arriver à une contradiction. Pour arriver à cette contradiction, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'amuser avec les normes. Qu'est-ce que je veux dire par m'amuser avec les normes? C'est que je vais essayer de choisir une norme sur CP de façon à ce que, si je regarde la norme subordonnée et que je la compare par rapport à la matrice que j'ai sous la main, ce qui va se passer, c'est que la matrice ne va pas être dans la boule unité. Ok? Donc après, la difficulté, c'est de trouver la bonne norme. Alors je vais d'abord avancer un petit peu pour pouvoir définir cette norme, et pour pouvoir définir cette norme, ce qui peut être bien, c'est d'avoir une base. Alors, tant qu'à faire, je vais prendre une base que je peux construire à partir de x et de mx, puisque là, avec ce que j'ai supposé, on peut remarquer déjà que x devra être non nul. D'accord? Parce que sinon, c'est impossible, ce truc-là, puisque l'image de 0, c'est 0. D'accord? Et donc, grâce à cette hypothèse, je peux tout de suite affirmer que x et mx forment une famille libre. Et donc, comme je viens de le dire, avec une famille libre, qu'est-ce qu'on peut faire en général dans un espace vectoriel de dimension finie? On peut la compléter en une base. Donc on complète, donc disons que x c'est E1 et mx c'est E2, on complète cette famille libre, donc cette famille, en une base. E1, E2, jusqu'à EP, de CP. Alors maintenant que j'ai la base, j'aimerais bien, la base avec laquelle je vais travailler, j'aimerais bien maintenant poser une bonne norme de façon à ce que quelque chose n'aille pas quand je vais faire la norme subordonnée. La norme subordonnée, je vous rappelle que c'est quelque chose du type, je fais la norme de mx divisée par la norme de x. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que la norme de mx soit plus grande que la norme de x. Donc c'est-à-dire que par rapport à ma base, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une valeur plus grande pour E2 que pour E1. Si j'arrive à ce genre de choses, je peux peut-être amener à une contradiction. Bon, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais poser donc la norme de y. Alors si je pose y comme étant égal à y1
jusqu'à yp par rapport à la base b, donc la base b c'est cette base que je viens de poser. Ok? Eh bien la norme que je pose est la suivante, je fais la somme pour k allant de 1 à p. C'est pas la seule qui marcherait, hein, je pourrais en faire plein d'autres, mais j'en donne une qui marche. Donc la somme pour k allant de 1 à p des k fois module de yk. Et donc vous voyez que cette idée-là de faire en sorte que la norme de E2 soit plus grande que la norme de E1 revient ici. Hein. D'accord? Vous voyez que la norme de E1, donc je vais le faire tout de suite, la norme de E1 sera égale à 1 et la norme de E2 est égale à 2. Je vous rappelle que je peux choisir n'importe quelle norme tant que je puisse en faire ensuite une norme subordonnée. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je m'assure que ce calcul-là est bien une norme. Et une fois que je me suis assuré de ça, je regarde la norme subordonnée. Et il faut que je m'assure que mon M soit dans la boule unité. Sachant qu'ici je veux une contradiction, il faudrait plutôt que M ne soit pas dans la boule unité. La norme, je peux la définir après avoir fait quelques calculs avant. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc là, je propose cette norme-là. Il faut vérifier que c'est bien une norme. Donc vérifier que ce truc-là est bien une norme. Et là, bon, je pense que je vais vous laisser ça. Hein, donc petit exemple à faire. Je vous laisse le plaisir de le faire par vous-même, parce que c'est pas très difficile à vérifier. D'accord? Donc je vous laisse le plaisir de vérifier que ce calcul-là, cette opération-là, est bien une norme. Je pense que c'est pas très difficile. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, vraiment, détaillez-le. Ça paye pas de mine. Donc maintenant que j'ai défini, donc maintenant j'ai fait les deux plus grosses difficultés en fait. Les deux grands pas qu'il fallait faire pour cet exercice. Maintenant que j'ai fait les deux grands pas, vous allez voir que tout le reste va découler. D'accord? Donc les deux grands pas, c'était l'hypothèse de contradiction là que je viens de faire, donc d'essayer de montrer que mx est collinaire à x en supposant le contraire. Et la deuxième idée, c'est de choisir la bonne norme, à partir d'une base qu'on aurait construite avec x et mx, une bonne norme pour arriver à la contradiction. Une fois qu'on a ça, on conclut. Alors maintenant, je sais que c'est une norme, alors donc je viens de repréciser que la norme de 1 c'est ça, la norme de 2 c'est ça, et donc, si je pose maintenant n d'une matrice M comme étant égale au sup, donc comme tout à l'heure, au sup pour x dans CP, je vais peut-être mettre y, pour y dans CP, y non nul de la norme de my sur y, la norme de y, et bien je me rends compte que donc, quand je fais le sup ici, c'est supérieur ou égal à la valeur que j'obtiendrai de ce quotient si je remplace y par n'importe quel vecteur que je choisis, tant qu'il est non nul. Bon, ben là, le vecteur que je veux choisir, c'est x. Donc ça, c'est supérieur ou égal à la norme de m petit x sur la norme de petit x. Mais la norme de petit x, c'est la norme de E1, hein, donc c'est 1, et la norme de mx, c'est la norme de E2, c'est 2. Donc ça, c'est égal à 2 sur 1, donc 2. Qu'est-ce que je conclus? Ben, je conclus que mx, enfin, je conclus par là-dessus, d'ici, je conclus sur une contradiction, j'en déduis ici que m n'appartient pas à la boule unité donnée par la norme n que je viens de définir, 0,1. Une contradiction par rapport à l'hypothèse que m appartient à l'intersection de ces boules unités. Qu'est-ce que ça veut dire donc hein? Je vous rappelle que l'hypothèse que j'ai posée, c'était que mx n'était pas collinaire à x, bah là je conclus le contraire, je conclus que mx est collinaire à x. Que pour tout x, bon, je peux même prendre 0 si je veux, pour tout x dans CP, mx appartient à un vecteur de x. Et maintenant je suis ramené à un exercice très très facile, peut-être que vous avez déjà rencontré, peut-être que j'en ai déjà parlé, je me souviens pas trop, par rapport aux énoncés des exos de colle et petits exos de colle, j'ai pas l'impression d'en avoir parlé, mais il est possible que j'en ai déjà parlé lors d'un exo de colle ou un petit exo de colle. Mais donc je suis ramené à un exercice très classique, qui est le suivant. J'aimerais étudier donc des fonctions, des endomorphismes en fait, qui vérifient la chose suivante, pour tout x, si je réécris un tout petit peu autrement ce que je viens d'écrire, pour tout x dans CP, il existe un lambda qui dépend de x, hein, donc je vais l'écrire comme ça, lambda de x, appartenant à C, tel que mx est égal à lambda de x fois x. Et bien il y a un exercice très classique autour de ça qui est de montrer que si on a ça, alors m n'a pas d'autre choix que d'être lambda fois identité.
Autrement dit, si j'ai une application linéaire ou un endomorphisme, disons, de CP qui est tel que n'importe quel X est vecteur propre de l'endomorphisme, eh bien, F est égal à lambda fois identité, autrement dit, F est une homothétie vectorielle. C'est un exercice très très classique. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est qu'on peut montrer que M est égal à lambda fois identité. Donc il existe un lambda, hein, si on veut. Hop. Donc il existe un lambda dans C tel que, je disais, tel que M est égal à lambda fois identité. Donc on serait ramené à des matrices scalaires. Alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice si vous ne l'avez jamais fait avant. C'est un exercice pas très difficile. Pour ceux qui n'ont jamais fait avant, ça risque d'être un tout petit peu plus long à essayer de résoudre, mais il faut juste partir encore une fois avec la bonne idée pour conclure. Ok, alors pour montrer ce résultat, il faut étudier deux cas de figure. Le premier cas de figure que je vais étudier, c'est si je prends deux vecteurs x et y. Donc là, en fait, essentiellement, le but du jeu, c'est d'essayer de montrer que lambda ne dépend pas du vecteur x. Ok, et donc, autrement dit, qu'on peut échanger le rôle de il existe et du pour tout. Donc c'est en ce sens-là que je pense en avoir déjà parlé dans un exo de code ou petit exo de code, cette idée qu'on peut avoir des propositions pour lesquelles on échange le il existe et le pour tout, exactement comme pour un autre exercice concernant les polynômes, hein, sur lesquels je remettrai un lien concernant cet exercice-là, si ça intéresse, mais l'exercice disant que je peux échanger cette idée, donc un polynôme par exemple peut être défini par le fait que si je dérive un certain nombre de fois ce polynôme, j'obtiens 0. Eh bien, en fait, je peux aussi caractériser des polynômes en disant que j'ai affaire à des fonctions qui sont C infinies, telles que, pour n'importe quel x, je peux trouver une dérivée énième, qui dépendra de x a priori, telle que f dérivée énième en ce x vaut 0. Voilà. Et en fait, le il existe pour tout, encore une fois, va s'échanger. D'ailleurs, ça me permet de dire tout de suite que cet exercice va être réuploadé, peut-être pas tout de suite, mais certainement dans quelques semaines, des suites d'une discussion avec Sylvain. Je remercie grandement pour ses questions et ces quelques idées qu'il a pu émettre, parce qu'en effet, il y avait quelques petites choses que je n'avais pas suffisamment justifiées et qui peut être bon de bien justifier, de bien développer. Donc il y aura un réupload de cet exercice qui arrivera d'ici quelques semaines, le temps d'y réfléchir et d'avoir aussi le temps de faire la vidéo, bien sûr. Mais j'aimerais aussi vous proposer des choses nouvelles, donc bon. Bref. C'était une aparté, maintenant je continue. Donc pour résoudre ce truc-là, il faut que je distingue deux cas. Alors le premier cas de figure que je vais prendre, c'est si je prends donc soit x et y collinaires. Ok. Donc si je prends x et y collinaires, ça veut dire que que y peut s'écrire, disons, bêta fois x. Ok, avec bêta dans C. Alors, si on veut, on peut dire C non nul, d'accord, hein, pour l'instant, on pourrait très bien, on peut dire bêta non nul dans un premier temps, hein, puisque bon, on peut, hop. Si bêta est nul, bon, ça va être assez vite fait, mais on pourrait régler le cas 0 plus tard. D'abord, on peut faire un bêta non nul. Donc, j'ai ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je peux écrire que m fois y, c'est la même chose que donc lambda y de y, et donc ça c'est égal à bêta lambda de y fois x. Mais d'un autre côté, m fois y, c'est la même chose que bêta m x, qui est la même chose que bêta lambda x, x. Ok. Donc là, les deux vecteurs sont collinaires, je pourrais supposer x non nul. Voilà. Et en supposant x non nul, je me rends compte que pour qu'il y ait égalité, il faut que lambda x soit égal à lambda y. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? Ce qu'on vient de montrer, c'est que pour n'importe quel vecteur, pour deux vecteurs qui sont sur une même droite, d'accord, qui sont collinaires, deux vecteurs non nuls qui sont collinaires, vont donner le même lambda. Donc ça c'est bon. Et puis le deuxième cas de figure qu'il faut que je regarde, c'est si x et y forment une famille libre. Alors si j'ai x et y qui forment une famille libre, je peux regarder ce qui se passe quand je fais m de x plus y. Donc m fois x plus y. Soit je le vois comme ça et j'applique directement la propriété et ça va me donner
lambda x plus y fois x plus lambda x plus y fois y. Ou alors, bah, je peux développer, ça fait mx plus my. Oups. Et ça me donne lambda x plus lambda y. Donc là, j'ai une égalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que je rappelle que x et y forment une famille libre. Comme x et y forment une famille libre, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que donc, ces égalités impliquent que lambda x plus y est égal à lambda x, qui est égal à lambda y. Donc il y a égalité sur les coefficients en jeu. Si on n'est pas convaincu, on peut tout mettre du même côté. Hein. Donc là, on a l'égalité ici. On peut tout mettre du même côté pour avoir un truc en x et y égale 0. Et après, ça veut dire, comme on a une famille, ça veut dire que les coefficients devant x et devant y valent 0. Et donc, ça amènera au même résultat. Ok? Conclusion, je viens de montrer que pour n'importe quel x et y, quitte à choisir le bon lambda pour 0, hein, donc n'importe quel x et y non nul, a priori, je viens de montrer que les lambdas sont les mêmes. Donc, hop, on vient de montrer que pour tout x, y non nul, lambda x égale lambda y. Et on peut poser ça comme étant égal à lambda. Et donc en posant également, puisque lambda de 0, on a le choix. Donc on a le choix. Et bien on conclut. Bon voilà, très bien. Donc là, on vient de démontrer que l'ensemble des matrices qui vérifient cette chose-là, c'est l'ensemble des matrices scalaires. Ok, bon c'est cool ça. Alors maintenant, il me reste encore à faire une dernière petite chose. Je rappelle qu'on veut être dans la boule unité. Hein. Donc être dans la boule unité, ça va avoir ça va amener à une certaine condition sur le lambda. Donc, or, on veut que lambda identité soit dans l'intersection donc des Bn 0, 1. Ok. Et donc, si je m'intéresse à n'importe quelle norme subordonnée, donc n de lambda identité. Si je calcule n de lambda fois identité, ça va s'écrire comme sup. Encore une fois, j'ai le choix, mais je vais encore utiliser la définition de base. X dans CP, norme de X, X non nul, pardon, des normes de lambda identité X sur X, norme de X. Et si je fais le calcul, je m'en retrouve avec le sup, toujours de la même chose, de module de lambda fois la norme de x divisé par la norme de x, donc ça se simplifie. À la fin, il n'y a même plus de x dans l'affaire, je me retrouve avec le module de lambda. Et ce que je veux, si je veux être dans l'intersection, c'est que le module de lambda soit donc inférieur ou égal à 1. Conclusion, je viens de démontrer, par l'analyse, donc, je viens de démontrer que l'intersection qu'on étudie en ce moment, Bn01, eh bien c'est inclus dans l'ensemble des lambda identités telles que le module de lambda est inférieur ou égal à 1. Et je pense que vous serez d'accord avec moi par une mini-synthèse qui n'est pas très dure. L'inclusion inverse est triviale. Donc voilà, donc en conclusion, cette intersection-là, c'est l'ensemble des matrices scalaires. Mais scalaires pas n'importe lesquelles, telles que leur module, telles que leur norme soit inférieure ou égale à 1, ça veut dire que leur module, la module de lambda, donc le scalaire par lequel on multiplie l'identité, doit être de module inférieur ou égal à 1. Et voilà. Donc c'est un très joli exercice, hein. Vous voyez quand même que en soi, il y avait la seule difficulté, la seule vraiment grosse difficulté, c'était de savoir par où commencer.
et comment étudier ces matrices-là. C'est vraiment la grosse difficulté de cet exercice-là. Alors, mini anecdote rapide. La mini anecdote que je veux donner, c'est que en fait cet exercice-là, j'ai pu le rencontrer en préparant des oraux de NS. Donc notamment dans les feuilles qui permettaient, donc c'est les rapports de jury. Donc dans les rapports de jury, des fois ils donnent des mini-exercices aussi qui peuvent tomber lors des oraux. Et donc cet exercice-là en particulier était tombé. Je dois avouer qu'au moment où j'étais en prépa pour résoudre cet exercice, j'ai eu pas mal de difficultés, j'ai pas eu vraiment beaucoup d'idées pour le résoudre. Et c'est en discutant avec un professeur, donc pas le professeur qui m'a pas mal encadré à la suite de quelque chose qui s'était mal passé, donc je vais pas revenir sur cette histoire-là je l'ai déjà racontée dans l'Exocode justement sur cette histoire, dans l'Exocode sur cette histoire avec les polynômes là, mais je vais pas raconter ça. Là il s'agissait d'un autre professeur et en discutant de cet exercice, pendant quelques petits jours, il a eu la bonne idée justement de cette norme que je viens de préciser là, cette idée de poser la norme avec la somme des k fois module de yk, et ça permet de résoudre tout l'exercice en entier. Donc il s'attendait lui aussi, et moi j'avais aussi une idée qu'il devait se passer quelque chose de très simple, que la résolution amenait à un ensemble de matrices pas si méchant que ça, et donc bon, on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose avec des matrices scalaires, mais pour le prouver c'était loin d'être facile, et la grosse difficulté c'était vraiment par où démarrer. Et le par où démarrer, l'idée de la norme que je vous ai donnée, c'était une idée de ce professeur. Donc voilà, et je trouve que c'est assez intéressant de voir cette résolution parce que on voit vraiment c'est pas une manière de penser habituelle, mais c'est quand même un exercice. Voilà, dès qu'on a la bonne idée, alors ça fait partie des exercices one shot. Dès qu'on a la bonne idée pour résoudre le truc, et ben c'est fini, on a résolu l'exercice. Donc c'est vraiment voilà, c'est quand même assez étonnant un exercice qui comme ça posé comme ça semblait très très difficile, mais une fois qu'on a le bon début. Comme là je l'ai fait, là il a fallu quoi? Quelques lignes, peut-être 5 lignes disons au maximum, moi je dirais même 3 lignes, il a fallu très peu de lignes de départ, pour qu'une fois qu'on a posé ces lignes de départ, le reste c'était tout seul, ça allait tout seul, c'était pas très difficile. Et j'espère que vous êtes convaincus de ça également, là on ayant vu cette résolution, que en effet la grosse difficulté c'était vraiment le début, savoir par où commencer. Et c'est vrai que pour beaucoup d'exercices, de toute façon, en général, il faut essayer de savoir par où commencer. Et là, ça fait partie des exercices, quand on n'a pas beaucoup manipulé les normes subordonnées, on a vraiment du mal à savoir par où commencer. Donc c'est pour ça que je vous ai invité à manipuler un peu cette norme subordonnée avant de lancer l'exercice, juste histoire de comprendre un peu comment ça se comporte. Et je vous ai également invité à essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec différentes normes, norme 1, norme 2, norme infinie, etc., pour essayer de comprendre quel peut être le comportement d'une telle intersection. Ok, donc c'était dans ce but-là. Ça n'avait pas pour but de mener peut-être à une idée de résolution, mais ça avait au moins pour but de vous faire comprendre comment ça se manipule et comment ça peut se comporter. Ok, donc j'espère que vous avez essayé, j'espère que vous avez pu voir un peu comment ça se manipule, et j'espère qu'avec cette résolution, vous voyez aussi comment on peut manipuler les matrices et ces matrices-là par rapport à des normes pour résoudre des choses comme ça assez étonnantes, hein, j'ai envie de dire, mais tout de même assez intéressantes. Bon voilà pour ce petit exo de colle. J'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par ce format et le contenu de la chaîne en général. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des retours concernant cet exercice, des questions, choses et autres. N'hésitez pas à les poser. C'est un grand plaisir de discuter mathématiques tout le temps. Donc vraiment n'hésitez pas. Autre chose, donc peut-être quelques petites choses par rapport à la chaîne en ce moment je suis en train de changer les images qui définissent les exercices, parce que pour l'instant les images qu'on peut voir pour les exercices sont des images de moi mis à côté de l'énoncé de l'exercice, comme vous avez pu le voir certainement pour cet exercice ce petit exercice de colle, mais j'essaie de changer cette image là pour une image où on voit directement l'énoncé de l'exercice tapé en LaTeX. Donc j'ai déjà fait pour pas mal d'exercices, ça va se changer au fur et à mesure, hein. Je vais le faire par vague, mais bon, ça va se faire petit à petit. Donc bon, j'espère que d'écrire comme ça peut aider aussi, parce qu'il y en a quelques-uns qui se demandaient si ça pourrait être intéressant d'avoir directement l'énoncé posé dès qu'on va chercher la vidéo. Je voulais pas le mettre
dans l'énoncé, enfin dans le titre de la vidéo, parce que je veux vraiment garder cette idée de banque d'exercices où quand je choisis un exercice un peu au hasard, je tombe sur un exercice que j'avais pas forcément prévu, hein, je tombe sur un exercice qui ne correspond peut-être pas au chapitre que je voulais, mais c'est pas grave, voilà, je tombe sur cet exercice, alors je vais essayer de le travailler. Je voulais vraiment que ça soit un peu dans cette idée-là. Suite aussi à quelques remarques qui m'ont été données aussi dans d'autres vidéos, j'ai également trié certains des exos et petits exos de colle, donc sur mon site web, le site où vous pouvez voir tous les exercices de colle, et petits exercices de colle, et même les points recherche, et même plus si vous voulez. Il y a également maintenant, pour les exos de colle, il y a aussi la version triée. J'ai commencé à trier les exos de colle suite à ce qui avait été aussi demandé ou proposé en commentaire. Donc j'ai trié suivant les thématiques qui sont abordées dans les exos de colle. Et donc pour ceux qui veulent voir les exercices sous la forme triée, donc c'est-à-dire qu'ils aimeraient bien essayer de travailler sur telle ou telle thématique, et ils pourront le faire. Donc il y a une sous-page, si je puis dire, où j'ai mis les exos de colle et les petits exos de colle triés suivant les thématiques. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué, je le dis maintenant, ça peut être intéressant de travailler par thématique si vous le souhaitez vraiment. Mais moi, mon idée de base, c'était vraiment que ce soit quelque chose que vous travaillez un peu dans le sens, je choisis un exercice au hasard et je le travaille. Bon, voilà. Et puis pour ceux qui veulent voir le titre avant, ils pourront le voir l'exercice avant, ils pourront le voir juste à l'image qui présentera l'exercice. Donc c'est des modifications qui se font au fur et à mesure. J'espère les maintenir petit à petit, mais je pense que ça va se faire naturellement. Et j'espère que ça vous plaira également. Donc ça c'est fait. Et il y a également quelques vidéos dont je vais proposer un réupload. Donc là notamment cette vidéo concernant ce que j'ai mentionné tout à l'heure, l'exercice du polynôme là, qui est une application du théorème de Baire. Donc cet exercice-là, je vais en proposer un re-upload suite à la discussion avec Sylvain, donc encore une fois je le remercie, je l'ai déjà dit mais je le redis encore. Et il y a aussi un autre exercice que je vais re-uploader, qui est l'exercice sur les points rationnels d'une sphère. Donc les points rationnels d'une sphère sont denses dans les points de la sphère. Je vais le re-uploader. Alors le deuxième exercice, certainement je vais le re-uploader aujourd'hui, donc ça va certainement suivre la vidéo qui est ici, là, de petit exo de colle. Juste à cause de cette question de homéomorphisme, où j'ai eu un petit bug sur le moment quand je l'ai fait en direct, sur la définition de l'homéomorphisme, j'aimerais que cette définition soit claire et nette. Alors je suis peut-être un petit peu perfectionniste de ce côté-là, mais je pense que l'idée c'est vraiment que ça soit une banque d'exercices, et donc pour être une banque d'exercices, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Quand il s'agit d'une petite erreur, comme il y en a un qui m'avait mentionné pour le développement asymptotique d'une série harmonique, quand il y en a un qui m'avait mentionné que oui, il y avait une erreur de signe sur le 1 sur n carré, enfin une erreur de valeur sur le 1 sur n carré dans le développement asymptotique, bon là c'est juste une erreur qui n'a pas de grosses conséquences sur la suite de la résolution, donc je le mentionne juste en description, ça ne me dérange pas, je vais pas refaire une vidéo pour ça. Mais quand il s'agit d'une erreur vraiment de fond, par rapport à une définition qui mériterait d'être bien précise par rapport à l'exercice, comme là la définition d'homéomorphisme, ou alors deux trois choses que j'ai pu passer vraiment à côté, parce que pour l'exercice de polynôme, il y a des choses que j'aurais pu peut-être développer davantage, que je n'ai pas osé parce que j'avais peur d'aller trop loin, mais qui finalement sont assez importantes pour comprendre la résolution de l'exercice. Là aussi, ça se doit d'être un re-upload. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'il y a certaines vidéos qui vont ressortir en re-upload, des suites des commentaires, des choses comme ça. De toute façon, c'est normal, de toute façon les vidéos, je m'attends pas forcément à ce que ce soit à chaque fois parfait du premier coup. Je veux faire en sorte que tout le monde comprenne un maximum, je veux faire en sorte que ces vidéos comportent le moins d'erreurs possible, afin que ça ne trouble pas une compréhension ou quelque chose de ce genre. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas si vous voyez une erreur ou quelque chose comme ça, même sur des vidéos très anciennes, que vous avez peut-être l'occasion de jeter un coup d'œil, d'essayer de comprendre comment ça marche. Si vous avez l'impression de voir une erreur, n'hésitez pas à la mentionner, on pourra en discuter, ça sera vraiment un plaisir de vous y répondre. Et puis peut-être par la suite ça amènerait à juste mettre un erratum, ou peut-être même à carrément re-uploader la vidéo, ça ne me dérange en aucun cas. Puisque comme je viens de le dire, je veux vraiment que ce soit une banque d'exercices faite correctement avec le moins d'erreurs possible.
Bon voilà, alors désolé pour tout ces blabla en plus, mais bon, je ne sais jamais vraiment en quelles occasions je peux vraiment dire ces choses-là. Mais bon voilà, j'en profite ici pour ce petit exo de colle. Donc voilà, encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez partager, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par le genre de contenu que je propose, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à partager la chaîne, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour un réupload de un des petits exercices de colle. Et il y aura certainement, il y avait aussi cette idée d'un exo de colle que j'aimerais faire par rapport à un sujet de concours de centrale. Ça va venir, il me faut encore un peu de temps pour préparer ça convenablement, mais ça va venir. Et puis voilà, bon, je pense avoir dit l'essentiel. Sur ce, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.